savez que la manière dont les relations ont été rompues de manière brutale a été quand même surprenante. Mais les rivalités entre le Qatar et l'Arabie Saoudite ne datent pas d'aujourd'hui. Quant à l'accusation de financement du terrorisme, en tout cas de soutien à des mouvements islamistes, on reproche en fait au Qatar de soutenir les frères musulmans vous savez, leur guide spirituel aujourd'hui, Youssouf El-Qaradawi, et au Qatar, à travers la chaîne Al Jazeera, à travers beaucoup d'autres canaux de communication. Donc le Qatar est un pays qui gêne, qui veut essayer de développer une démocratie un tant soit peu, peut-être musulmane, mais avec le système des frères musulmans, avec des États modernes. À côté, autour du Qatar, nous avons des monarchies qui ont fait leur temps et qui sont quelque part des monarchies qui traînent beaucoup de problèmes sur le plan interne. Vous avez l'Arabie Saoudite qui a déjà des problèmes dans la région de Qatif, qui a des problèmes dans la région de vers le Yémen, etc. Et tout cela fait que le Qatar est un peu au banc des accusés au Moyen-Orient, en plus des accusations provenant de l'Égypte, où Al-Sisi, qui est venu par un coup d'État, accuse le Qatar d'être derrière la percée et la force des frères musulmans. Vous savez, le paradoxe du Qatar, c'est que c'est un pays qui est un nain géographique, mais un géant diplomatique. Le monde a changé. Et aujourd'hui, au regard de l'évolution des relations internationales, la logique d'influence a suppléé à la logique de puissance. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir une grande armée, etc., être une puissance géographique, économique. Mais aujourd'hui, le Qatar a pu se construire une bonne réputation, a pu avoir de l'influence sur toutes les opinions publiques du monde musulman, du monde arabe, en faisant et en défaisant l'opinion de la rue arabe avec Al Jazeera, qui est un outil redoutable de communication, mais aussi de propagande. Vous l'avez vu, le rôle que Al Jazeera a eu lors des révoltes arabes, ce qu'on appelle le printemps arabe. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous avez même des pays comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite qui avaient fermé des bureaux d'Al Jazeera. Donc, l'influence du Qatar n'est pas proportionnelle à sa taille géographique, mais quand même le Qatar aussi dispose d'atouts économiques assez importants. Mais il est vrai que ce pays soutient les frères musulmans, ce pays aussi accueille certaines personnes jugées comme étant radicales dans d'autres pays, mais qui sont accueillies au Qatar, etc. Donc cela fait que les pays de la région ne peuvent plus supporter cela et en veulent à ce pays-là, qui est tout petit, collé derrière le dos de l'Arabie Saoudite, mais dont l'influence s'étend sur tout le monde arabe et au-delà, si l'on sait maintenant les déclinaisons d'Al Jazeera dans les différentes langues, mais aussi les investissements qataris très importants, notamment en Europe et dans d'autres pays développés. Vous savez, il y avait quelque chose d'assez surprenant dans le sommet de Riyad. Ce sommet en grande pompe auquel nos chefs d'État ont participé. Le 21 mai dernier. Et oui, et le sommet du 21 mai avec nos chefs d'État et d'autres chefs d'État du monde musulman qui sont rencontrés à Riyad. Pour dire quoi? Qu'ils sont en train de combattre le terrorisme. Mon opinion a toujours été que le sommet de Riyad n'a pas traité la question du terrorisme au fond. C'est-à-dire que la question idéologique qui est à la base, a été complètement éludée de ce sommet-là, et on a pointé un doigt accusateur vers l'Iran, certainement pour faire plaisir à l'allié saoudien, grand acheteur d'armes, et qui essaye de s'armer et de pouvoir terroriser ses autres voisins. Mais aussi, l'autre chose, c'est que Donald Trump a évité dans ce discours toute expression qui pouvait choquer, notamment l'autre qui est l'Arabie Saoudite. Son discours, si on le compare par exemple au discours d'Obama, qui était beaucoup plus ouvert en 2009 dans l'enceinte de l'université Al-Azhar, mais là, Trump choisit l'Arabie Saoudite pour remettre l'Arabie Saoudite en selle, pour dire que voilà, c'est la puissance du Moyen-Orient, c'est le pays symbolique pour tous les musulmans, renfermant la Kaaba, le mausolée du prophète, c'est le pays de la révélation. Et donc, dans ce positionnement-là, Riyad a repris du poil de la bête, comme si on ose dire, sur le plan diplomatique, et a pu s'imposer comme la référence, comme le pays qui
doit étendre son hégémonie sur l'ensemble des pays du Golfe et au sein du Conseil de coopération du Golfe. Donc, mais pendant ce sommet, on n'a pas parlé de salafisme, on n'a pas parlé de wahhabisme, et tout le monde sait quelle est l'origine de l'idéologie qui anime Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram et les autres. Et je pense que là, il y avait quelque chose véritablement d'étrange dans cette manière de traiter le terrorisme. Maintenant, le fait de pointer du doigt le voisin iranien, c'était pour dire que voilà, l'Iran, c'est l'ennemi public de tous ces pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite. Mais c'est une manière aussi très dangereuse de la part de Donald Trump de vouloir confessionnaliser la lutte contre le terrorisme. Cela n'aboutira pas à des résultats efficaces. Et cette manière de vouloir confessionnaliser la lutte contre le terrorisme, cela amènera beaucoup de problèmes dans le Moyen-Orient si l'on sait les équilibres très fragiles dans ces pays-là. On n'a pas encore fini avec la Syrie, ni avec l'Irak, mais aussi avec d'autres puissances environnantes. Cette rupture en Syrie des relations diplomatiques avec le Qatar, cette crise diplomatique majeure qui secoue le Moyen-Orient a coïncidé paradoxalement à un jour, c'est l'anniversaire de la Nakba, le 5 juin 1967, 50 ans jour pour jour. Israël venait d'anéantir l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, l'Égypte, en occupant le Golan, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et d'autres, en étalant complètement sans puissance, en s'imposant comme la véritable puissance. Maintenant, il y a la lutte contre le terrorisme et cette focalisation sur la Syrie pour des raisons géostratégiques a fait qu'on a négligé des foyers importants tels que par exemple la question palestinienne. On n'en parle plus. Le Sénégal avait le mérite tout récemment d'avoir remis cette question sur la table diplomatique avec cette résolution contre Israël qui nous a valu ses représailles, mais c'est une cause aujourd'hui oubliée. L'attention est complètement détournée du règlement du conflit israélo-palestinien qui, à mon avis, est l'épine dorsale du problème au Moyen-Orient. On est focalisé sur la Syrie, sur l'Irak, sur les intérêts géostratégiques, sur la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme qui est devenue un peu la tarte à crème dont tout le monde se sert pour s'accuser mutuellement. On l'a vu dans le cas on l'a vu dans le cas du Qatar et de l'Arabie Saoudite. On l'a vu aussi à chaque fois qu'on veut supprimer un adversaire, on l'accuse de terrorisme. Et cela, à mon avis, ne se rend pas service à la lutte contre le terrorisme qui est une affaire sérieuse, qui doit se faire de manière inclusive et de manière objective. Et on va aller vers des lendemains assez sombres, à mon avis, au Moyen-Orient. Maintenant, il reste un brin d'espoir. Je crois que les deux pays qui pourraient faire revenir leurs voisins à la raison, ce serait peut-être le Koweït. Je compte beaucoup sur le Koweït, mais aussi le sultanat d'Oman. Mais le Koweït, je pense que retient beaucoup l'attention aujourd'hui. Si l'on sait que les déclarations du secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui disait qu'il faut que cette crise se résolve le plus rapidement possible, je pense que les regards sont aujourd'hui tournés vers le Koweït qui pourra jouer le rôle de médiation, mais ça va être extrêmement difficile. Oui, la confessionnalisation de la lutte contre le terrorisme, cette faille sur laquelle les États-Unis et d'autres puissances veulent compter pour mieux défendre leurs intérêts au Moyen-Orient, cela est porteur de gros risques. Maintenant, pour le camp sunnite, ce camp sunnite-là, il ne faut pas oublier que ce camp sunnite a deux pôles. Il y a certes l'Arabie Saoudite avec le pouvoir symbolique de détenir la Kaaba, le mausolée du prophète, être la terre de la révélation, mais aussi il y a l'Égypte avec Al-Azhar, où d'ailleurs c'est pour cela que Obama lui avait choisi de faire son discours au monde musulman à Al-Azhar, où cette université renferme pas moins de 80 nationalités du monde musulman. Donc il y aura cette guéguerre entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ayant l'avantage des pétrodollars et du pouvoir symbolique, en tout cas de l'image que ce pays-là représente, mais on va vers des lendemains où même le camp sunnite ne trouvera pas son unité. À titre d'exemple, le Qatar et même d'autres puissances vont s'extraire de cette force-là qui combattait avec l'Arabie Saoudite au Yémen contre les Houthis. Une guerre aussi bizarre
sur laquelle la communauté internationale ferme les yeux, alors que cette guerre, cette sale guerre qui est menée au Yémen est faite de massacres, de violations des droits humains et de maltraitance que l'on voit chaque jour s'abattre sur le peuple yéménite. Je l'ai toujours dit, comme lors de la précédente crise au Yémen, lorsque on s'apprêtait à envoyer des soldats au Yémen, j'avais dit que le Sénégal, la voix du Sénégal est un joker pour la paix. C'était pour cela que j'avais dit aussi que le Sénégal est l'un des rares pays au monde, dans le monde musulman à pouvoir parler à tous les pays du monde musulman. Le Sénégal peut parler à l'Égypte, le Sénégal peut parler à l'Iran, l'Iran ne peut pas parler, ne peut pas parler à l'Arabie Saoudite, l'Irak ne parle pas au Koweït, etc. Donc le Sénégal a une posture spéciale. C'est pour cela d'ailleurs qu'au sein du comité Al-Quds, son mandat est tout le temps renouvelé. Et que ça fait 30 ans que le Sénégal trône à la tête du comité de la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc le Sénégal, sa voix est un joker pour la paix. Son rôle, je pense que c'est de voir avec quels alliés dans le Moyen-Orient, au sein du Conseil de coopération de Golfe, pour les pays qui en restent, qui ne sont pas encore dans la crise, il pouvait impulser une dynamique de dialogue et par le biais de l'OCI, par le biais d'autres canaux de médiation, arriver à convaincre ces puissances du Moyen-Orient-là à revenir à la raison, parce que l'équilibre même du monde musulman, l'équilibre du Moyen-Orient dépend de l'équilibre de ces pays-là.